Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce temps donc dédié à l'intelligence émotionnelle à travers l'entrée des neurosciences. Alors, avant de démarrer ce PowerPoint, je vous propose une petite introduction en vidéo. Je vous mets dans les commentaires, dans le chat, le lien vers cette vidéo. C'est la bande-annonce d'une pas d'une bande dessinée, pardon, d'un petit film d'animation qui s'appelle Vice Versa. Vous pouvez voir sur l'écran les personnages qui sont en gros les émotions qu'on va voir dans la tête des personnages principaux. Donc en violet sur la gauche la peur, en rouge la colère, joie au milieu, en jaune, en vert le dégoût et à droite la tristesse. Je vous laisse regarder ça, on se retrouve juste après. Nous voilà de retour suite à cette petite introduction animée. Alors ce support, vous pouvez évidemment l'utiliser également avec les élèves, avec vos publics, puisqu'il permet de commencer à rentrer dans la question de manière un petit peu ludique, puisque c'est quand même relativement drôle et en même temps très quotidien. Et je vous invite maintenant à enchaîner avec cette présentation et de démarrer avec un petit jeu. Vous avez bien reconnu évidemment qui veut gagner des millions. Donc la question sur laquelle je vous propose de vous positionner, c'est d'où proviennent nos réactions émotionnelles dans les situations de stress. Alors, est-ce que c'est réponse A, de troubles liés à l'enfance, réponse B, d'une absence d'éducation dans la régulation de nos émotions, réponse C, de la transmission génétique de nos aïeux, ou réponse D, c'est la faute à Voltaire. Alors, je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. Et en réalité, la bonne réponse, c'est la ABC, puisque à la fois notre vécu, les traumatismes qu'on a pu vivre peuvent faire en sorte que certaines réactions émotionnelles vont se manifester dans certains cas de figure parce que ça va faire résonance avec des traumas qu'on a pu vivre. Parce que évidemment, malheureusement, l'éducation à la régulation des émotions n'est pas suffisamment développée en France, pas que en France, mais en l'occurrence chez nous également, et que à part depuis quelques années où il commence à y avoir un travail qui est fait là-dessus. Alors normalement le code de l'éducation prévoit que dans le cadre du cycle primaire, élémentaire, il y a déjà un travail qui soit fait. Malheureusement, le manque de formation fait que c'est pas toujours le cas. Et réponse C, de la transmission génétique de nos aïeux. Et je vous donnerai quelques éléments scientifiques là-dessus juste tout à l'heure. Alors, j'aime bien utiliser ce support puisque si vous voulez le retrouver, c'est donc les émotions, les bases neurologiques de nos affects, qui fait partie de la collection des filles de la science aux éditions Le Monde. Et donc ils ont fait un travail sur des souris. Donc on peut voir ici, donc on est au niveau de la génération 0. Donc une souris est introduite dans une boîte. On diffuse de l'acétone, de l'acétophénone, donc une odeur vraiment très particulière. Et en même temps, on soumet la souris à de brèves décharges électriques. Par la suite, dès que la souris sentira cette odeur, elle aura peur, elle se mettra en situation de stress. Et on en arrive à la génération 1, c'est-à-dire la génération d'après. La génération d'après, on la met dans une boîte, on introduit l'odeur, et l'odeur déclenche directement du stress, de la peur chez le bébé souris. Parce que il y a cette transmission génétique liée à l'odorat, et donc à cette odeur particulière qui fait que le bébé souris va se mettre en stress parce qu'il a cette mémoire des traumas qu'a vécu la génération précédente. Alors, maintenant peut-être, comment est-ce qu'on peut faire pour modifier ces schémas cognitifs ?
Euh, je mets un exemple là, donc un salarié est traité de façon autoritaire par son responsable hiérarchique et il ressent de la colère à cause d'une émotion d'injustice liée à un schéma cognitif inconscient. Tout l'enjeu de travailler à la régulation des émotions sur le plan des neurosciences, c'est d'essayer de ramener dans le conscient des choses qui sont inconscientes. Parce qu'on a tous des schémas cognitifs euh, qui sont développés donc, par les mémoires qu'on peut avoir de nos aïeux ou alors par ces traumas qui vont générer, on le voit juste ici, des pensées automatiques qui vont ensuite devenir des pensées contrôlées. Et tout l'enjeu est d'essayer de rendre ces schémas cognitifs accessibles en les mettant en conscience. Et on verra tout à l'heure que à travers des exercices de pleine conscience, à travers alors, si on veut aller plus loin, la restructuration cognitive par des thérapies cognitives et comportementales, on peut même aller beaucoup plus loin. Alors, modifier ces schémas neuronaux, comment ça marche? Je vous propose d'aller jeter un œil à cette petite vidéo. Alors c'est à partir de 11 minutes 30, donc je vous invite à cliquer sur le lien qui apparaît là, mais que vous retrouvez également dans le chat et dans les commentaires, et de regarder donc pendant 2 minutes 20 à partir de 11 minutes 30, et on se donne rendez-vous juste après. On se retrouve donc à l'issue du visionnage de cette petite vidéo, également un support que vous pouvez exploiter avec les élèves, avec vos publics. Donc vous avez bien compris que en fait tout se joue au niveau des neuromédiateurs qui peuvent être soit excitateurs et donc transmettre les informations entre les neurones, soit inhibiteurs, auquel cas il y a un travail à mener. Donc prendre conscience de ces schémas cognitifs pour modifier ces schémas neuronaux, donc tout se joue à ce niveau-là. On ne va pas rentrer dans les détails, mais ça vous permet d'avoir quand même quelques éléments introductifs. Donc c'est sur les axones qu'il va falloir travailler pour pouvoir faire passer les informations entre les neurones à travers les terminaisons neuronales. Donc les neurotransmetteurs, comme vous l'avez compris dans la vidéo, donc sont les mots des neurones. Et c'est là que c'est intéressant, c'est que donc il y a 4 neurotransmetteurs, on va dire les plus importants. Il y en a plus, mais ces 4-là sont assez essentiels dans ce qui se joue au niveau des émotions. Donc la dopamine, l'acétylcholine, le GABA et la sérotonine. Et donc ils ont un impact sur notre état à la fois physique et émotionnel. Est-ce que du coup on peut zoomer sur certains neurotransmetteurs qui seraient des neurotransmetteurs du bonheur? Et donc la communauté scientifique en a identifié 4, donc la dopamine, la sérotonine, l'ocytocine et l'endorphine. Du coup la question qu'on peut se poser c'est est-ce qu'il est possible d'augmenter ces neurotransmetteurs du bonheur et comment est-ce qu'on peut par exemple augmenter le niveau de dopamine? Alors, pour la dopamine, ça peut se faire déjà par l'alimentation. En prenant une alimentation riche en tyrosine, on augmente la dopamine. Ça passe également par faire de l'exercice. Pour ceux qui pratiquent la marche à pied, la course à pied, à partir d'un moment, il y a cette production-là de dopamine qui fait qu'il y a une espèce de sentiment de bien-être qu'on retrouve dans la plupart des activités physiques ou sportives. Mais il y a également le fait de passer plus de temps à l'extérieur, particulièrement à la lumière ou alors dans des endroits, dans des espaces en lien avec la nature, la montagne, etc. On a également observé que la méditation permet d'augmenter la dopamine. Alors, tout type de méditation, on a pu en expérimenter déjà quelques-unes, mais il existe évidemment plein de types de méditation différents. Et, on peut également donc augmenter le niveau de dopamine par la musique. Bon, après, chacun a ses goûts, mais du coup, il y a un vrai effet qui a été observé.
Également par les massages, donc par le rapport sensoriel, par le plaisir qui est produit par ce côté tactile, et également par le sommeil en dormant, ou à travers les relations qu'on peut avoir avec les animaux. Et enfin, oui, j'oubliais, une douche froide, paradoxalement, pour certains, ça produit également de la dopamine. Ceux qui sont adeptes des saunas, par exemple, et qui clôturent leur cycle du sauna par le bain froid, en ressentent peut-être encore plus toutes les sensations physiques. Alors concernant la sérotonine, on a 5 possibilités d'augmenter son niveau de sérotonine. La vitamine B, le 5-HTP, qui sont des compléments alimentaires qu'on peut trouver en pharmacie. Le soleil, une fois de plus, comme pour la dopamine, les massages et la méditation. Au niveau de l'ocytocine, ce qui est intéressant d'observer, c'est que plus on développe notre empathie, plus on arrive à développer des relations d'amour, d'amitié, des relations plus riches avec notre environnement, plus ça développe de la confiance, de la coopération, et ça diminue du stress, et donc on est vraiment dans un cercle vertueux de l'ocytocine. Les sources de l'ocytocine, donc je vous les lis rapidement, ils sont là, donc c'est des mots doux, c'est des relations harmonieuses, c'est être écouté et compris, c'est observer des regards bienveillants, ce climat de bienveillance, c'est également par les baisers, par des conversations agréables, tout ce qui relève un petit peu de ces relations sociales qu'on peut avoir, de plaisir partagé, d'ambiance chaleureuse, également le sexe et l'orgasme, et les contacts avec l'eau chaude, les massages, les caresses et les contacts tendres. On est vraiment dans cette dimension sociale, dans tout ce qu'il y a d'agréable, de chouette dans la relation à nos proches. Augmenter le niveau d'endorphine, le chocolat, évidemment, le rire, ce sentiment, chez moi par exemple, ça se manifeste au niveau de l'échine, où je sens cette chaleur qui monte progressivement par le rire et qui va venir produire de l'endorphine au niveau de mon cerveau. Mais également l'activité physique, faire l'amour et être amoureux. Donc on peut voir qu'en fait sur les 4 hormones du bonheur, il y a quand même certaines constantes qu'on peut retrouver un petit peu partout, donc ce qui relève des relations sociales, de l'activité physique et de la méditation. Donc l'idée évidemment c'est de vivre sans subir ces émotions, tout en gardant à l'esprit que il n'y a pas de mauvaises émotions ou de bonnes émotions. Les émotions sont des messages. C'est vraiment important de le garder à l'esprit. Par contre, il y a un vrai enjeu à ne pas être victime, à ne pas subir ces émotions. Alors chez les hypersensibles, c'est d'autant plus prégnant, mais même globalement, pour chacun d'entre nous, de réussir à les réguler. Donc ne nous laissons pas manipuler par nos émotions, et l'idée donc c'est de mettre en conscience les schémas cognitifs et travailler ces schémas neuronaux, d'avoir une hygiène de vie productrice de neurotransmetteurs du bonheur pour, on va dire, faciliter le terreau physique où va se manifester les émotions. Donc par l'alimentation, la luminosité, l'activité physique, la méditation, la pensée positive. On a de plus en plus de littérature autour de cette question-là. Également de développer son empathie, des contacts physiques, amoureux, tendresse, massage, mais également avec les animaux. On retrouve là donc tout ce qui relève du réseau social. Et je vous ai mis, pour conclure, cette source, donc bodyandmind.com, qui est plutôt intéressante sur l'approche hygiène de vie, alimentation. Et je vous remercie pour votre attention.